Jeudi 15 février 2024, au programme de l'émission, aujourd'hui forcément l'UFC 298, notamment avec Topuria et Robert Whittaker, et on parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et honneur au main event et surtout honneur à Ilia Topuria. Vous le savez, hein, il parle beaucoup, il est très provoquant et Volkanovski lui répond toujours qu'en fait il a battu personne. Volkanovski lui s'est battu avec les meilleurs et d'après lui Topuria ne l'a pas fait, ce qui n'est pas forcément faux, mais Topuria il a voulu clarifier les choses. Il dit moi j'ai affronté tous ceux que l'UFC a mis sur mon chemin. Par exemple, Ryan Hall, je rappelle que Ryan Hall, c'était très compliqué pour l'UFC de lui trouver un adversaire parce qu'il a des clés de jambes qui sont extrêmement puissantes, extrêmement dangereux, beaucoup d'adversaires le déclinent. Topuria dit moi j'y ai été, je l'ai battu, et ça on peut pas lui enlever. Il a aussi battu Brice Mitchell. Brice Mitchell à l'époque qui était invaincu si je dis pas de bêtises, c'était le choc des invaincus. Mitchell moi je le voyais aller très loin à l'époque, aujourd'hui j'ai des petits doutes, hein, je vous en ai déjà parlé. J'ai peur que sa vie ne soit pas assez centrée sur les arts martiaux mixtes pour aller jusqu'à la ceinture, mais à l'époque fallait y aller. Mitchell c'était quelqu'un, il l'a battu, et puis il a battu aussi Josh Emmett. Alors Josh Emmett on peut dire, ouais il est un peu trop limité, il a que de la puissance de frappe, mais quand même fallait y aller. Ce que lui a fait Topuria c'est pas rien, il y en a très peu qui l'ont fait. Et voilà, Topuria dit moi on a mis ces gars-là sur ma route, je les ai battus, aujourd'hui on m'offre la ceinture donc je vais pas dire non. Et il a pas forcément tort là-dessus. Maintenant je suis aussi d'accord avec Volkanovski. Volkanovski a battu des beaucoup plus gros noms que ça, mais écoutez, sa carrière est faite ainsi, de toute façon on aura rapidement la réponse. Il a aussi expliqué qu'il avait beaucoup de respect pour Volkanovski. C'était une interview dans laquelle, faut avouer, il n'était pas trop dans la provocation, il était assez posé, assez calme. J'ai beaucoup aimé, on a appris des choses. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes, il était en face à face avec John Anik, c'était pour ESPN, donc il n'était pas trop dans le show. Et il dit moi, Volkanovski, je le respecte beaucoup, je pense juste qu'il n'est plus à son top. Je pense que la défaite qu'il a pris contre Islam Makhachev va laisser des traces, alors que moi je suis au top de ma carrière, je ne fais que progresser, et je pense que c'est ce qui va me donner un avantage. Il dit je suis beaucoup plus patient qu'avant, avant je cherchais le chaos, je cherchais la soumission, aujourd'hui je prends du recul, je prends le temps, je suis stratégique. Ce que j'ai fait contre Emmett, j'ai beaucoup aimé, j'ai suivi la stratégie, j'ai suivi ce que m'ont dit mes coachs, je me suis pas jeté, et il faut que je continue à combattre comme ça. Il explique aussi que la force de Volkanovski, c'est ses low kicks et aussi sa façon de casser la distance. Il l'a dit, hein, il n'était pas champion, il n'était pas numéro 1, pound for pound pour rien. C'est quelqu'un, mais aujourd'hui je suis meilleur que lui tout simplement. Donc écoutez, Topuria, j'étais content d'écouter cette interview parce que on n'était pas dans la provoque bête et méchante, je suis le meilleur, je vais lui casser la tronche, non. Il s'est expliqué, les arguments qu'il a donnés en disant ouais j'ai battu tous ceux qu'on a mis sur ma route, c'est vrai que des mecs comme Hall et comme Mitchell, ça se bousculait pas pour les affronter, lui il y a été. Écoutez, on peut le détester, moi c'est pas le mec que je préfère à l'UFC, j'aimerais beaucoup que Volkanovski gagne, parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui, j'aime sa carrière, puis j'ai envie de le voir rebondir, j'ai pas envie que la défaite contre Makhachev ce soit le début de la descente aux enfers, mais on aura la réponse ce week-end, et il y en a beaucoup qui font un parallèle, notamment Daniel Cormier, j'en ai parlé cette semaine, entre McGregor et Topuria, et là il y a des chiffres qui sont tombés, alors les chiffres ça vaut ce que ça vaut, hein. Moi vous le savez, j'y crois pas trop au parallèle entre les deux, les carrières sont différentes, etc., mais quand même, à 27 ans, les deux ont eu leur chance pour le titre, le titre des poids plumes, les deux étaient à 6-0 à l'UFC, 14 fight winning streak, donc 14 victoires de suite, hein, excusez-moi, j'ai fait l'américain, et les deux avaient 27 ans. Donc ouais, ok, voilà, il y a des petites similarités. Bon, maintenant ça je pense c'est plus pour vendre le combat qu'autre chose. Puisque je parle de Topuria, un mot rapide de Volkanovski qui a expliqué que pourquoi pas avec une victoire ce week-end, si tout se passe bien, s'il est en forme et que l'UFC a besoin de quelqu'un pour l'UFC 300, et ben il sera là. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça serait marrant, imaginez, il a combattu au mois d'octobre, il a perdu, il revient vite, un peu trop vite pour certains. Boum, là il regagne, il revient au 300. Alors si c'est ça, je l'aurais pas vu venir, je sais pas si vous êtes nombreux à l'avoir vu venir ce coup-là, mais tout est possible avec Volkanovski. On a aussi Robert Whittaker qui revient ce week-end contre Paulo Costa. Robert Whittaker, combattant que j'adore, que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance de le voir à Paris, hein, en live pour le premier UFC Paris. J'étais assez satisfait de ça. Il explique que le camp là s'est beaucoup mieux passé que celui contre Dricus du Plessis. Et il explique aussi qu'il a beaucoup appris du combat contre Dricus. Il dit ouais, je l'ai sous-estimé, je ne sous-estimerai plus jamais un adversaire. Je sentais bien qu'il y avait des sensations nouvelles, des sensations que je connaissais pas, que j'aimais pas trop, différentes de ce que j'avais pu connaître même dans mes autres défaites, hein, contre Adesanya. Maintenant voilà, je connais ce feeling, je sais ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Bon, vous me direz, il va pas dire qu'il va se faire rouler dessus ce week-end par Paulo Costa, mais il est très posé, Robert Whittaker, très honnête, moi j'aime beaucoup l'écouter parler. Il explique aussi que s'il avait le choix entre un rematch contre Dricus du Plessis
ou Israël Adesanya, sans penser à la ceinture, hein, sans penser à rien. Il dit moi je voudrais reprendre Dricus du Plessis parce que j'étais vraiment pas moi-même ce soir-là, j'ai complètement déjoué, il n'y a même pas eu combat quoi, j'étais pas là, donc je voudrais ce rematch. Donc ce week-end contre Paulo Costa, j'espère vraiment qu'il va s'imposer, Whittaker. Je pense qu'il est le meilleur combattant des deux, il est le plus complet, il a ce qu'il faut pour faire déjouer Costa. Costa, on le sait, quand il est monté jusqu'à la ceinture, on s'est dit oh attention, il va faire mal, puis après, bon, c'est beaucoup d'inactivité, beaucoup de combats annulés, plus de paroles que de combats. Et puis surtout, voilà, son dernier combat là contre Rockhold, honnêtement, moi il m'a pas convaincu, hein. Il y a eu la victoire, mais j'ai pas été convaincu. Maintenant, Whittaker, il y a le poids d'une carrière, ça fait des années qu'il est là, il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de coups de prix, il y a eu des blessures aussi, il y a eu des petits problèmes de dépression. J'espère que ça va pas craquer, j'espère que contre Duplessis c'était juste un petit accro et qu'il va revenir, qu'il est toujours dans le top de la catégorie, parce que la catégorie elle est en train de revivre, là il y a du sang frais qui arrive, c'est pas le moment que la fleur fan, j'ai envie de dire, donc j'espère que Whittaker sera toujours là et qu'il va l'emporter. D'ailleurs quelques chiffres aussi sur Whittaker, c'est la journée chiffre hein, aujourd'hui, quand Whittaker a fait ses débuts à l'UFC le 15 décembre 2012, Merab Dvalishvili, il n'avait pas encore commencé sa carrière pro. Paulo Costa, il était à 1-0 dans sa carrière pro en MMA. Volkanovski, c'est pareil. Et Ilia Topuria, il avait 15 ans. Donc voilà, un vrai vétéran, un mec qui est là depuis des années, un mec qui a eu la ceinture, combattant complet, j'aime beaucoup. Geoff Neal, lui, va affronter, vous le savez, Ian Gary. Et on lui dit, ouais, c'est pas un peu tôt parce que Ian Gary devait combattre au mois de décembre. Finalement, ça s'est annulé. On a appris au mois de janvier que t'allais combattre là. Ça s'est fait un peu vite, t'as eu le temps de te préparer? Il dit ouais, moi je me préparais pour cette date, je savais que j'allais combattre dans ces eaux-là, donc j'étais en train de me préparer, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il a aussi dit que dernièrement, ce qui l'a beaucoup fait évoluer, c'est qu'il a pris en compte son sommeil et sa diététique. Il dit ouais, ça a changé les choses, c'est le gros changement dans ma préparation. Et puis on lui dit ouais, Ian Gary, il aime bien charrier, il est dans la provocation, il t'a déjà titillé un petit peu, qu'est-ce que t'en penses? Et ça j'en avais déjà parlé, il a dit ouais non, moi t'inquiète pas, peu importe l'adversaire, la semaine du combat, il n'y a pas d'émotion, je suis froid. Et c'est ça qui va me conduire à la victoire. Donc écoutez, je lui souhaite le meilleur. En soi, dans la cage, moi j'ai rien contre Ian Gary, c'est vrai que c'est un personnage très particulier. Si je devais miser sur quelqu'un, je miserais plus sur Ian Gary pour l'avenir. Geoff Neal, je trouve, il avait été bon contre Rakhmonov. Faut être honnête, ce qu'il avait fait, il était bon. Il peut peut-être refaire pareil contre Gary. Maintenant j'ai aussi hâte de voir ce que va donner Gary, parce qu'il va s'entraîner à droite à gauche, il a fait son camp d'entraînement à la shoot box, il a beaucoup travaillé le sol avec Damian Maia, donc... j'ai l'impression que Ian Gary peut nous montrer des choses qu'on n'a pas encore vues, alors que Geoff Neal, on connaît, on sait ce qu'il peut faire. Je m'attends pas trop à être surpris par Geoff Neal, par contre Ian Gary, pourquoi pas. D'ailleurs Ian Gary, je vous disais hier qu'il était un peu calme, qu'on l'entendait pas trop. Bon bah là il y a eu des petites interviews avec les journalistes, il s'est un petit peu lâché, il a ressorti des trucs que je comprends pas trop. Je comprends qu'il veut buzzer, mais il dit oui, moi je suis prêt à aller combattre Sean Strickland, peu importe quand, je vais lui parler, et puis en gros je vais lui rouler dessus. Mais le problème, c'est que toi, t'es un poids welter, lui, c'est un poids moyen, si tu vas là à la ceinture. Pour moi, t'es pas encore assez populaire pour aller taper dans la catégorie du dessus. Toi, t'es pas encore Chimaev. Chimaev, c'est presque possible, il était chez les poids welter, il est monté chez les moyens, il est à un combat du titre, il a fait un combat, on va lui donner le titre. Je suis sûr que s'il redescend chez les welter, il sera dans la conversation pour le titre. Gary, il est pas encore assez connu, il a pas encore un assez gros nom. Il a pas été aussi dominant que Chimaev, par exemple. Hein. C'est un exemple que je donne. Henry Cerudo, lui, il a confirmé, hein, s'il perd, il se retire, c'est sûr et certain. Voilà, c'est confirmé, il avait dit qu'il y avait de fortes chances, là, il a dit non, si je perds, je suis plus parmi l'élite, c'est sûr et certain que je me retire. Ensuite, le feuilleton Conor McGregor, en ce moment on a le feuilleton UFC 300, on a le feuilleton Conor McGregor. Dana White s'est exprimé sur le sujet, il dit en fait ce qui se passe c'est que McGregor il a tellement d'argent aujourd'hui, il a un film qui va sortir, il a plein de business différents, c'est pas facile de le ramener combattre, moi j'ai besoin qu'il me dise ok je suis en camp d'entraînement, on y va, pas juste voir des vidéos de lui qui s'entraîne, qui dit qu'il veut combattre, j'ai besoin de quelque chose de concret. Il dit ouais c'est pareil, quand vous regardez Khabib Nurmagomedov, dès qu'il a plus eu besoin d'argent, bah il est parti, c'est normal. Les mecs, ils ont combattu pour arriver à un certain point. Après, ils ont de l'argent. Forcément, l'envie s'en va un petit peu. Alors moi, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est la partie de poker qui continue entre les deux? J'avance mes pions, j'avance les miens, je te tends un piège. Je sais pas du tout. J'espère qu'on aura des nouvelles assez prochainement. Hermansson, vous le savez, suite à sa victoire du week-end dernier, il avait appelé Nassourdine Imavov. Bah, il a confirmé hein, cette nuit une interview. Il a dit moi je veux toujours combattre Imavov, il sort d'une victoire, moi aussi ce sera un très beau combat. Donc moi j'espérais un nom un petit peu plus ronflant pour Imavov, je sais pas vous, mais après si c'est Hermansson, c'est Hermansson. De toute façon il y a tellement de monde dans la catégorie qu'à un moment les gros noms vont s'affronter, et puis mieux vaut une victoire dans tous les cas. Avant de passer à la suite, si vous pouvez penser, ça vous coûte 0, moi ça me soutient, un petit like, vous abonner, si vous voulez que votre message soit lu dans la Minute Auditeur, ou en tout cas moi je vous répondrai à l'écrit, n'hésitez pas à commenter. La Minute Auditeur d'ailleurs, on va la faire après, de plus en plus intéressant, il y a de plus en plus d'échanges avec moi, mais aussi entre les auditeurs, et je trouve ça super intéressant.
Je vous disais hier que Dusko Todorovic était blessé, il était out de son combat, il s'est fait les ligaments croisés, regardez la vidéo à l'entraînement, tout bête, voilà, une sorte de balayage, c'est même pas un balayage, c'est un low kick en contre, voilà l'accident bête. Il y a le frère de Ilia Topuria, Alexandre Topuria, il est à 5-1 en carrière, il a signé à l'UFC et il semblerait qu'il va faire ses débuts très prochainement dans les mois qui viennent. Il est toujours dans le coin de Topuria, d'Ilia, du coup de son frère, et l'autre sera toujours dans son coin dans tous les cas. Donc lui, je crois que c'est un bantamweight, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et écoutez, on verra s'il est aussi talentueux que son frère. Vous savez, John Jones a déclaré que l'UFC lui avait proposé le main event de l'UFC 300 et qu'il avait dit non. Et il y a Chael Sonnen qui dit ouais, franchement, ce qu'il a fait là, John Jones vis-à-vis de l'UFC, c'est pas très sympa parce qu'en gros, maintenant, tout le monde sait que l'UFC est en galère de main event. N'importe qui que l'UFC va appeler va négocier sévère, va demander un gros paquet d'argent. Donc là, on pourrait dire bah ouais, bah tant mieux pour le gars. Moi aussi, j'avais bien compris ça. Mais tu vois, le problème, c'est que quand t'es le champion poids lourd de l'UFC, tu dois rouler dans le sens de l'UFC. Et ce genre de conversation, normalement, ça doit pas sortir. L'UFC n'a pas besoin de te dire « Hey Jones, on te propose le main event de l'UFC 300 ». Par contre, tu dis pas qu'on t'a proposé. Il dit « Non, c'est de la logique. Tu fais partie de la compagnie, tu dois te taire ». Il dit « Maintenant, là, l'UFC, ils vont appeler n'importe quel mec pour l'UFC 300 ». Il va dire « Ah, ok, mais moi, je veux tant, je veux tant, je veux tant ». Et en gros, il dit que c'est un peu un couteau dans le dos qu'a planté Jones à l'UFC. Bon, après, maintenant, c'est de bonne guerre. D'ailleurs, puisque je parle de John Jones, il a été peint sur une fresque avec des légendes du sport et aussi, bon, aussi des Pokémon, je sais pas pourquoi. Mais oui, il y a Cristiano Ronaldo, il y a LeBron James, il y a Jordan. C'est fou, et on a John Jones au milieu, donc franchement, gros respect, hein, parce que le MMA, c'est pas encore aussi populaire que tous ces sports-là. Et voilà, John Jones, on l'appelle pas le GOAT pour rien. On a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute auditeur que je commence avec Nanashi qui me dit un main event de Chimaev serait trop risqué, encore plus en welter vu ses problèmes avec les cuts. Un main event annulé serait à prévoir. Bah là je suis entièrement d'accord. Encore main event chez les poids moyens, je dis pas, mais main event chez les poids welter, il y a de fortes chances qu'il loupe le poids. T'imagines main event de l'UFC 300, le mec loupe le poids. Déjà à l'UFC 200 on a vu le problème de John Jones. Là non, là ce serait vraiment énorme. Je suis d'accord avec toi, c'est assez risqué. On a Théo Petroli qui me dit « Je trouve vraiment dommage que des gars comme Pantoja ne soient pas énormément médiatisés, pardon, alors que l'année dernière, il nous a proposé les 2 meilleurs combats de l'année. » Et je te disais, je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, les flyweight, on le sait, c'est sous-coté depuis des années. C'est une catégorie de dingue, il n'y a que des combats de fous. Et puis, comme je te disais, quand tu vois qu'un mec comme Demetrius Johnson, il n'était pas du tout mis en avant, je sais pas ce qu'il faut faire, à part prendre 15 kilos de plus, je te dis en rigolant. Et puis il y a Pierrick Tivol qui dit ouais, les flyweight ils sont sous-cotés comme d'habitude, mais pendant 3 à 5 rounds, c'est des grosses guerres à chaque fois. Et puis il me dit aussi, pareil, hein, oui c'est vrai, Demetrius Johnson c'est le mec le plus sous-coté. S'il était plus lourd, on le mettrait dans la même conversation que des gars comme GSP et Jones. Je suis entièrement d'accord, moi Demetrius il fait partie de mes combattants préférés. Ultra complet, j'aime les combattants complets, vous le savez, et lui il savait tout faire, il savait être debout, la lutte, le grappling, tout y était, j'adorais, malheureusement il n'était pas dans la bonne catégorie. On a tonton Pacino qui me dit pourquoi pas un combat Duplessis contre Edwards pour la ceinture des moins de 84 à l'UFC 300, ça peut être sympa. Bah écoute, j'y ai jamais pensé, Edwards on savait, il avait dit qu'il serait intéressé pour monter tout de suite ou pas tout de suite, bah écoute, ce serait vraiment un combat de ouf. Après Duplessis, bah on sait, il a dit qu'il voulait peut-être attendre un UFC en Afrique, mais si ça se trouve, l'UFC va lui dire bah non, c'est mort, il n'y aura pas d'UFC en Afrique cette année, donc faut que tu combattes. Pourquoi pas? Franchement, je l'ai pas vu venir. Si c'est ça, je serais très surpris. Bilal Mohamed, si c'est ça, alors là, lui, je pense qu'il fait une dépression nerveuse. Mais écoute, pourquoi pas? Ensuite, il y a David Serin qui me dit ah oui, Doumbé avec qui je peine, qu'il a du mal avec la personnalité de Doumbé en tant que combattant, un peu déçu par rapport à ce qu'il nous a vendu. Alors c'est vrai que Doumbé il a une personnalité très particulière qui peut agacer, et le combattant tu dis que t'es déçu, mais je comprends parce que Doumbé il avait dit à ses fans ouais, est-ce que je vais au PFL ou à l'UFC? Bah forcément tout le monde a dit l'UFC c'est la Champions League, etc. Le problème c'est qu'il est parti au PFL et que pour l'instant il a combattu que des Français. Et donc forcément les gens disent oh, attends, tu nous dis que t'es le meilleur et puis finalement tu prends des gars, on n'a rien contre eux, mais c'est des Français, tu vas pas taper l'élite de l'élite. Donc je comprends. Après il est aussi jeune dans sa carrière MMA, j'espère vraiment qu'après Baki là, si ça passe, s'il gagne, faut qu'il tape un gros nom obligatoirement, il y a besoin de ça pour sa carrière. Et après je comprends qu'il est au PFL pour l'argent aussi, hein. Et tu me dis, Aspinal est vraiment impressionnant, faut le reconnaître, hype de fou. Perso, je ne suis pas français, donc plutôt Aspinal. Mais si gagne, pardon, je serais content pour mes voisins français. Mais je vois Aspinal 65-35 et même 70-30. Faudra voir lorsque ce sera plus réel. Bah, moi, je suis comme toi, je pense que je vois Aspinal au-dessus. Maintenant, sur un combat, tout est possible. Mais oui, pour moi, Aspinal est un peu au-dessus de Gane quand même.
On a Narcosan qui me dit, je vous jure les gars, un énorme caprice, mais j'aimerais tellement que Jones et Miocic se tapent pour la ceinture, et Tom Aspinall et Cyril aussi pour la ceinture intérimaire, et que Jones et Cyril gagnent pour se retrouver pour la ceinture, pour une revanche. Je vous jure que je pète mon crâne par terre tellement je serais heureux. Alors franchement, celle-là, si tu peux parier sur le fait que ça va arriver, je pense qu'il y a un gros billet à faire, parce que moi je le vois pas du tout venir, c'est possible hein, forcément, mais à mon avis, faudrait que les étoiles soient alignées, et je suis pas convaincu que ça arrive, mais ça m'a fait plutôt sourire ton message. Ensuite, il y a Joey Starsama qui me dit « Selon toi, qui est le meilleur combattant de l'histoire de l'UFC à ne jamais avoir eu le titre de champion du monde incontesté ?» Alors là, la question, elle m'a bluffé. Alors, je t'ai répondu, il y avait Donald Cerrone. Le premier qui m'est venu, c'est Cerrone, mais Cerrone, en fait, je trouvais déjà à l'époque qu'il lui manquait ce petit quelque chose. Dans la gestion de carrière, dans tout. Pour moi, il lui manquait un petit quelque chose à Cerrone, mais Cerrone, c'est vraiment un roi sans couronne. Il a fait des guerres de fou, des combats de fou, ultra actifs. J'aimais beaucoup Cerrone, mais je pensais qu'il lui manquait un petit quelque chose. Et en réfléchissant un petit peu, il y a Overeem. Overeem, il m'est venu, il y en a sûrement plein d'autres que j'oublie. Après, hein, vous m'avez cité, bah toi d'ailleurs, tu m'as cité Dan Henderson, Uriah Faber, j'aime beaucoup. Mais tu vois, Overeem, quand il est arrivé, moi je me rappelle, fin des années 2000, début des années 2010, il gagne le K1, je crois qu'il le gagne en 2010, donc on peut dire meilleur kickboxer de la planète. Impressionnant, une expérience de fou, il était très bon au sol, il était ultra dopé, je vous l'accorde, vous me le direz. Mais c'est une époque où la plupart des mecs étaient chargés de toute façon. Mais je le voyais ultra complet, pour moi il avait tout pour devenir champion, il l'a jamais été. C'est dommage, mais je pensais à lui et aussi à Gustafsson chez les moins de 93. Malheureusement, il y avait John Jones sur sa route, un combat légendaire, un combat ultra serré, beaucoup l'ont vu gagnant, mais lui c'est pareil, hein, je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose à faire, mais voilà, Overeem et Gustafsson pour moi c'est les deux auxquels je pense. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi l'émission aujourd'hui, on se retrouve demain à 17 h, passez une bonne soirée, salut!